Bien, bonjour à tous. Chère Marie-Rose Moreau, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de tous les champs professionnels qui concernent l'enfance, dans le domaine institutionnel et dans le domaine associatif. Je suis très heureuse de vous accueillir à l'Hôtel de Ville au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à l'occasion de ce colloque « Ouvrir les murs pour une école de tous les mondes » organisé par le Centre Babel, la revue L'Autre, la Maison de Solène, sous la direction du professeur Marie-Rose Moreau. Je le suis d'autant plus qu'à titre personnel, cela fait des années que, notamment du fait des fonctions de défenseur des enfants que j'ai exercées de 2006 à 2011, j'ai eu la chance de participer aux différents événements que vous organisez avec l'ensemble des professionnels de l'enfance afin de développer les approches issues de la psychiatrie transculturelle dans les pratiques professionnelles. Aujourd'hui, comme maire adjointe de Paris, chargée de la petite enfance, notamment petite enfance et protection de l'enfance qui concerne ce colloque, et des familles et de la lutte contre l'exclusion, je mesure bien ce que ces approches transculturelles peuvent apporter aux professionnels qui interviennent auprès des enfants et de leurs familles dans une grande ville comme Paris, qui est une ville de près de 2,5 millions d'habitants et qui comprend 380 000 enfants de 0 à 18 ans. Enfants d'ici et enfants d'ailleurs. Anne Hidalgo dit souvent que Paris est une ville-monde, une ville-refuge. C'est vrai. Et nous le voyons tous les jours. Et effectivement, je vous ai parlé des enfants d'ici, des enfants d'ailleurs. Pour tous ces enfants, Paris mène une politique sociale très active, puisque c'est 2,3 milliards d'euros qui sont engagés chaque année pour toute la politique sociale de la ville, sur un budget de 8 milliards d'euros. Donc on voit que l'enfance, la famille, le social, l'accompagnement des familles en difficulté est très important pour nous. Néanmoins, nous présentons des marqueurs sociologiques et socio-économiques très alertants, puisque sur les enfants, 22% des enfants vivent dans une famille dont les revenus sont inférieurs au seuil minimum de pauvreté. C'est la moyenne nationale, mais c'est ce que l'on retrouve aussi à Paris, qui a aussi par ailleurs des familles ayant des revenus beaucoup plus élevés. La caractéristique aussi de Paris, c'est qu'en général, toutes catégories socio-professionnelles confondues, il y a beaucoup de familles monoparentales, mais que beaucoup des enfants qui vivent dans des familles en dessous du seuil minimum de pauvreté vivent dans des familles monoparentales. Un bon nombre d'entre elles sont des familles migrantes ou elles-mêmes issues donc de l'immigration, et beaucoup de femmes avec des petits boulots, des horaires décalés, et donc ces enfants-là, il faut savoir aussi qu'il y a quelque chose qui est assez caractéristique, c'est que on va dire qu'une grande majorité d'entre eux vivent dans les arrondissements 18e, 19e, 20e, le bas 13e et le haut 10e. Donc on voit qu'il y a vraiment des zones de concentration. C'est normal parce que les loyers ils sont moins chers, mais il y a aussi beaucoup de surpeuplement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de logements sociaux qui ont été construits. C'est pour ça que nous essayons de rééquilibrer l'habitat social dans Paris durant cette mandature. Et ce qui est aussi à savoir, c'est que 5000 enfants font l'objet d'un placement au titre de l'aide sociale à l'enfance, 5000 autres font l'objet d'une mesure éducative, mais la plupart des enfants placés ont des parents qui sont domiciliés dans ces arrondissements 18e, 19e, 20e. Donc c'est quand même pour nous des marqueurs. Et parmi les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, qui sont 5000, 2000 sont des mineurs isolés étrangers. C'est pour ça que je parle aussi des enfants venus d'ailleurs, mais alors vraiment d'ailleurs, puisque arrivés seuls en France, reconnus mineurs isolés étrangers, et donc confiés à l'aide sociale à l'enfance parisienne. Mais il y a aussi d'autres enfants qui sont plus invisibles encore.
En tout cas, au titre des statistiques, je dirais, c'est les enfants qui vivent avec leur famille dans des chambres d'hôtel. Comme vous le savez, le SAMU social héberge chaque nuit 32 000 personnes en famille, avec à peu près 16 000 enfants dans des hôtels sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais 10 000 personnes en famille dans Paris. Je pense aussi à d'autres enfants, à la fois visibles et invisibles, les enfants des familles roms, qui vivent dans la rue, installés durablement dans la rue. Et je pense aussi aux enfants de réfugiés, puisque maintenant nous avons le vécu, et le vécu récent de familles de réfugiés qui sont en transit, donc qui ne veulent pas forcément rester sur Paris, mais qui passent par la France pour d'autres destinations, et avec des enfants pour lesquels nous avons aussi à réfléchir aussi à des modes d'accompagnement et de prise en charge. Alors, pour faire face à toutes ces situations, à la fois, et pour les plus exclus d'entre les enfants, nous avons co-construit avec tous les acteurs parisiens qui interviennent dans le champ de l'exclusion un pacte de lutte contre la grande exclusion pour justement prévenir toutes les situations de rue. Parce qu'on voit bien, par exemple, quand on regarde, quand on analyse les situations de personnes, je dirais adultes, jeunes adultes à la rue, beaucoup d'entre eux ont eu un parcours aide sociale à l'enfance. Donc on voit bien qu'on a un travail à faire pour développer l'intégration et l'insertion de ces jeunes lorsqu'ils nous sont confiés, lorsqu'ils sont enfants. C'est pour ça que nous avons mis en place un nouveau plan d'accueil d'accompagnement des mineurs isolés étrangers, vous en trouverez à l'entrée, ainsi que le pacte parisien de lutte contre la grande exclusion. Et je me réjouis de ce que le centre Babel va contribuer à renforcer la connaissance des mineurs isolés étrangers à travers une recherche-action qui est en cours, construction de récits partagés comme processus d'amélioration des pratiques éducatives chez les mineurs isolés étrangers accueillis à l'aide sociale à l'enfance. Et c'est très important parce que ça nous permettra d'améliorer les pratiques professionnelles en direction de ces enfants et de développer donc des formations et un accompagnement à l'attention donc de nos équipes. D'ailleurs, ça donnera lieu à un colloque qui nous réunira à cette occasion, qu'organisera donc Marie-Rose Moreau et ses équipes. Je veux dire que pour les enfants d'ailleurs, nous sommes obligés de nous adapter en permanence. Les dispositifs existants à l'aide sociale à l'enfance ne sont pas toujours adaptés. C'est pour ça que on est d'autant plus intéressé par le colloque qui est organisé aujourd'hui, qui, si bien sûr il est ciblé sur l'école, il concerne l'ensemble de tout ce qui permet d'intervenir pour mieux insérer les enfants, mieux les protéger. Et voilà, en tout cas pour les enfants des familles roms, là aussi nous avons aussi à relever quelque chose dans lequel justement tout ce travail qui va être fait aujourd'hui va pouvoir nous aider. Nous avons des familles avec des enfants, nous avons à scolariser ces enfants, nous avons à aller au-devant de ces familles justement avec des approches nouvelles. Et nous avons besoin donc de travailler avec vous pour pouvoir accompagner les familles dans le cadre d'un espace solidarité insertion famille qui sera créé, qui comprendra un lieu accueil parents-enfants en lien et sur lequel nous souhaitons absolument pouvoir développer de l'accompagnement des familles, la médiation famille-institution, le soutien à la parentalité, le soutien aux familles, dans le respect aussi de la culture de ces familles, pour leur permettre d'accepter que les enfants s'intègrent dans l'école. Et d'ailleurs, quand elles l'acceptent, on voit qu'il y a vraiment des parcours d'excellence, aussi bien sur les mineurs isolés étrangers que sur les enfants des familles roms que nous accompagnons. Mais on a encore beaucoup à progresser. On a beaucoup à progresser sur les enfants qui vivent à l'hôtel et pour lesquels la scolarité est chaotique. Alors là, c'est vraiment pas de la faute des familles qui s'accrochent vraiment à l'école, ayant bien compris que c'est l'institution qui apporte stabilité pour les enfants. Simplement, compte tenu de la situation sur l'Île-de-France, le SAMU social, évidemment, est amené à héberger les familles, mais parfois de façon, on va dire, mobile. C'est-à-dire que du coup, le parcours migratoire se poursuit au sein même de la région Île-de-France. Et donc, dans le cadre du pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, nous sommes, en tant que département de Paris, engagés à suivre et accompagner les familles qui sont hébergées en hôtel dans Paris, mais à condition
elle soit stabilisée, c'est-à-dire à condition qu'on ne soit pas obligé de courir sur toute l'Île-de-France pour stabiliser les enfants et justement pour les accompagner. Alors évidemment, là je vous parle des enfants qui présentent des problématiques particulières du fait de leur parcours souvent migratoire et du fait de la nécessité accrue de les accompagner et de les insérer. Mais bien évidemment, la politique de l'enfance que je conduis, elle est destinée à l'ensemble des enfants et elle se situe dans une démarche plus large qui se concrétisera par une stratégie parisienne pour l'enfance que nous présenterons au mois de novembre et qui a pour nous comme objectif de répondre aux besoins de l'ensemble des enfants parisiens, donc des 380 000 enfants et de ceux qui ne sont pas recensés là et dont je vous ai évoqué les situations, et également de répondre au mieux pour garantir leurs besoins et leurs droits fondamentaux, favoriser leur éveil et leur épanouissement, développer les services et en fait faire vraiment de Paris une ville inclusive et bienveillante pour les enfants. Donc c'est une méthode qui est totalement participative. Nous présenterons un livre vert au mois de septembre. Il sera porté au débat public et nous aussi nous aurons des échanges avec les enfants d'ici, les enfants d'ailleurs, pour comprendre aussi ce qu'ils attendent et ce qu'ils projettent et comment nous pourrons mieux les accompagner. Alors vous comprendrez pour conclure combien ce colloque est consacré à l'école, dans lequel vous plaidez pour une école inclusive, pour une alliance avec les familles, pour le développement de la médiation transculturelle afin de permettre à tous les enfants de s'épanouir dans notre ville. Vous comprenez bien combien ce colloque nous intéresse et combien on est heureux et honoré de l'accueillir ici. Donc le thème, c'est ouvrir les murs pour une école de tous les mondes. Et sachez que c'est tout à fait l'objectif de la maire de Paris, d'ouvrir les murs, puisque suite aux attentats qui ont lieu en janvier, elle a voulu développer vraiment des actions beaucoup plus en partage avec les Parisiens. Et comme vous le savez peut-être, nous ouvrons donc les écoles primaires parisiennes de façon expérimentale les samedis matins pour pouvoir y permettre à des volontaires de venir faire du soutien scolaire pour les enfants, et également aux familles d'avoir des lieux où elles peuvent se rencontrer entre elles. Il y a beaucoup de familles qui n'en peuvent plus du travail social un peu oppressant parfois pour elles. Donc il n'empêche que, bien sûr, on peut avoir un référent social, mais on peut avoir envie de parler avec d'autres parents de ce que c'est qu'être parent, de comment on peut s'en sortir, etc. Et dans des lieux qui ne soient pas institutionnels au sens marqué du travail social, mais marqué du devenir de l'enfant, c'est-à-dire l'école, pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est cette école, qu'est-ce qu'elle attend des enfants et des parents, et qu'est-ce que les parents doivent, sur quelles peurs les parents doivent pouvoir... Voilà, donc à la rentrée, une grande partie donc, des écoles parisiennes seront ouvertes le samedi matin parce qu'on considère qu'il y a des lieux qui doivent pouvoir être ouverts et être mis à disposition pour des activités autres que des activités purement, institutionnalisées, voilà, pour que les parents aient des lieux où être ensemble pour se parler. Et je terminerai en rappelant cet article de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 29, qui pose les fondements du droit à l'éducation et qui dit que les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de ses potentialités, inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne. Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone. Voilà ce en quoi nous croyons avec Anne Hidalgo, à ce texte de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui reste quand même le guide pour l'ensemble des enfants du monde et que nous voulons voir appliquer au mieux à Paris. Je vous remercie.